Faire une animation dans DaVinci Resolve en se servant des keyframes, on peut le faire soit dans la partie Edit, soit dans la partie Fusion. Pourquoi le faire dans l'une ou l'autre partie et quels sont les avantages? On voit ça aujourd'hui. Pour animer des keyframes, on peut rester dans la partie Edit, mais comment dire, la partie Edit est plutôt limitée. Mais on peut aussi faire des animations dans la partie Fusion, mais Fusion, on a parfois l'impression que ça ressemble d'office à ça. Et ça fait flipper. On va voir aujourd'hui l'intérêt des deux et les deux façons de fonctionner pour animer ces keyframes dans l'un ou dans l'autre. Si vous avez déjà quelques... Oui, vous l'aurez sans doute remarqué, la vidéo est un peu floue. Désolé. Du coup, pour me faire pardonner, la vidéo sera gratuite. Elle l'est déjà. Bon. Petite base de l'animation de keyframe dans la partie Edit. Je vous conseille quand même de regarder parce qu'on va essayer d'être vraiment exhaustif dans l'animation des keyframes, des courbes et tout ce genre de choses. Si vous connaissez ça vraiment par cœur, mais que par contre vous ne connaissez pas du tout comment faire la même chose dans Fusion, vous pouvez directement avancer jusqu'à cette partie. Vous allez voir, il y a un petit chapitrage dans cette vidéo. Vous allez dans la partie Fusion et vous allez tout découvrir à cet endroit-là. Pour travailler, on va se servir d'un petit élément concret, un élément graphique qui est une petite cloche. Voilà, je viens de retravailler cette semaine ma petite cloche qui vous rappelle de bien vous abonner et d'activer les notifications grâce à cette petite cloche. Donc comme j'ai ça sous la main, on s'en sert. Un keyframe, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de figer une valeur à une certaine donnée temporelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ici vous voyez que par exemple vous avez le zoom, on est dans l'inspecteur, dans la partie transform et dedans il y a le zoom qui me permet de zoomer. Mais une fois que j'ai zoomé, la valeur de zoom reste identique tout le long de mon plan. Je peux changer ça si j'applique un keyframe. Là, je vais cliquer sur ce petit point, il va devenir rouge, j'ai donc enregistré un keyframe à cet endroit-là de la ligne du temps. Je vais avancer à un autre endroit de la ligne du temps et je vais modifier mon zoom, et comme mon keyframe est activé, automatiquement, il va rajouter un autre keyframe. Si je reviens au départ, hop, on a l'animation entre les deux, puisque automatiquement DaVinci Resolve calcule toutes les valeurs intermédiaires entre ces deux valeurs. Ça c'est le principe de base que vous connaissez sûrement. Si on veut ensuite passer d'un keyframe à l'autre, on va se servir des petites flèches de chaque côté du keyframe pour aller ici au premier. Par exemple, je veux remodifier le premier, je passe au suivant, je modifie le suivant, et j'ai fait ce changement. Je peux également ajouter des keyframes sur une autre valeur. Par exemple ici je vais en rajouter un sur la valeur de rotation, la valeur d'angle. Je vais mettre cet angle ici, et un peu plus loin je vais mettre cet angle à cette valeur-ci. Et de la même façon, vous voyez qu'on a le zoom et on a le changement d'angle. Si on veut effacer les keyframes, c'est très simple. Vous allez cliquer sur le petit pictogramme qui ressemble un petit peu à un retour en arrière, et ça va effacer ici tous mes keyframes de zoom, mais je vais toujours avoir mes keyframes d'angle. Si je veux effacer mes keyframes d'angle, j'appuie ici. Là je vais revenir en arrière, je vais remettre tous mes keyframes. Si je veux tout effacer d'un coup, je vais cliquer ici sur le petit picto retour en arrière avec un plus, et j'ai effacé l'entièreté de mes keyframes d'un coup. On peut également modifier les valeurs de transformation, donc de zoom, d'angle, de placement dans l'écran, à l'aide non seulement de l'inspecteur, mais aussi ici de ce petit visualisateur, à l'aide de ce petit bouton. Vous cliquez sur ce petit bouton, vous choisissez bien la partie transform, et vous voyez ici, se sont rajoutés des petits contrôles. Là, je vais rajouter mes points clés de zoom et d'angle. Et je peux contrôler ici le zoom. Je vais prendre ici le point du carré et je vais modifier ici sa taille. Je vais ici venir à ce point, modifier sa taille à nouveau. Et pareil, j'ai créé deux keyframes avec une animation entre les deux. Pareil pour l'angle, je vais à un certain point, je vais ici choisir ce contrôleur-là, je choisis mon angle, je viens ici, je rechoisis mon autre angle, et voilà, j'ai fait une animation d'angle et de zoom en même temps. Simple et efficace. Mais vous pouvez également voir les keyframes directement à l'intérieur de la timeline. Pour ça, vous allez aller sur le clip en question, et vous voyez qu'il y a ici un petit picto avec un petit keyframe. J'appuie dessus, et je vois qu'immédiatement apparaît Transform, et il me montre 4 points. C'est-à-dire qu'il a montré les 4 points, les 2 points de zoom, les 2 keyframes de zoom, et les 2 keyframes d'angle. Mais je ne vois pas actuellement lequel est lequel. Pour cela, je vais aller dans plus de détails, je vais cliquer sur le petit triangle, et je vois ici, si je scrolle un peu, mes valeurs de zoom en X et en Y, puisqu'ils zooment à la fois sur la largeur et sur la hauteur, mais également mes keyframes d'angle. Je peux alors également effacer un keyframe ici, je vais cliquer sur un des keyframes et appuyer sur Delete, j'ai effacé le keyframe,
Je peux à tout moment revenir et remodifier un angle, ce qui va automatiquement rajouter un keyframe. Vous pouvez également déplacer un keyframe, vous cliquez dessus, vous le déplacez. Vous pouvez déplacer plusieurs keyframes, si par exemple j'en ai choisi un, j'appuie sur commande, ça peut être contrôle si vous êtes sur un PC, vous cliquez sur le deuxième et vous déplacez d'un coup 2 keyframes. Vous pouvez en faire également 3 d'un coup, pour cela vous cliquez sur le premier et sur le dernier, mais en maintenant Shift avant d'appuyer sur le dernier. Et on a donc sélectionné tous les keyframes entre le premier et le dernier. Je peux donc déplacer mes 3 keyframes. Je peux également déplacer un keyframe à l'aide de mon clavier. Je vais choisir un de mes keyframes et je vais appuyer sur commande ou contrôle et flèche vers la gauche ou la droite pour le déplacer facilement d'une image à la fois. Je peux aussi ajouter un keyframe en appuyant sur Alt et en cliquant dans l'endroit où je veux rajouter un keyframe. Je vais en rajouter un ici et un autre ici, très rapidement. Dans le mode d'emploi, il est également clairement spécifié qu'on peut tout à fait copier plusieurs keyframes et les coller ailleurs. Et moi, lorsque j'essaye, ça donne ça. Là, j'ai copié. Ensuite, je colle et vous voyez que ça ne marche pas. Et je ne comprends pas pourquoi. Si vous avez la solution, merci de me la donner dans les commentaires. Ça m'aiderait beaucoup. Une méthode un peu alternative pour quand même copier-coller des keyframes, c'est d'appuyer sur Alt et d'ensuite déplacer les keyframes qu'on a sélectionnés. Et vous voyez qu'on les dédouble. Le seul problème, c'est que ici, on coince, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à dépasser le keyframe ici qui bloque. Vous voyez ici le deuxième keyframe empêche ma copie de premier keyframe d'aller plus loin, donc c'est pas idéal. Jusqu'à présent, vous voyez que l'animation entre deux keyframes est en mode linéaire, c'est-à-dire que ça se déplace et ça s'arrête brutalement, il n'y a absolument aucune douceur, ce n'est pas du tout organique, ça s'arrête simplement, ça ressemble pas trop à la façon dont fonctionne un changement de vitesse dans la vie. Bon, en général, il y a une décélération avant d'avoir un arrêt. Pour cela, il faut passer dans l'éditeur de courbes. L'éditeur de courbes, vous le trouvez en cliquant sur le petit picto courbe à côté du picto de keyframe, et si on scrolle un peu vers le bas, on découvre ici l'éditeur de courbes. Voilà ici le premier problème et la première raison probablement pour ne pas faire l'entièreté de vos keyframes à l'intérieur de la partie édite, c'est qu'il est très petit, l'éditeur de courbes, il est vraiment minuscule. Vous voyez ici la distance qu'on a entre les deux points, c'est assez compliqué de voir qu'il y a une évolution, donc c'est pas évident, mais des fois c'est pratique, on a ça sous la main, donc pourquoi pas, voyons quand même comment l'utiliser. Actuellement, on voit donc que l'animation est linéaire, c'est donc ici une ligne droite qu'on a entre les deux points. Pour changer ça, je vais choisir ici mes deux points, je vais tracer un petit rectangle en maintenant mon doigt appuyé sur le clic de gauche, j'ai sélectionné mes deux points, et vous voyez ici je suis en mode linéaire, j'ai 4 petits pictos qui représentent le mode, la façon dont les keyframes vont avoir une action sur la courbe avant ou après. Actuellement on est en mode linéaire, si je vais ici, je vais rajouter une courbe avant les keyframes. Là, on a du mal à le voir, je vais un petit peu augmenter ce point-là pour qu'on voit mieux cette courbe. Et on voit ici la courbe qui se fait. Ceci, c'est ce qu'on appelle une courbe de Bézier, qui a le gros avantage qu'elle est facile à manipuler, puisqu'on a une petite ligne à côté avec un petit point. Et si je déplace ce point, et donc la ligne, je peux complètement modifier la forme de cette courbe. C'est donc très facile de créer une animation comme je le veux. Ici, je vais choisir ce point. Je vais également rajouter une courbe de Bézier, cette fois-ci après le point. Et j'ai donc une autre ligne, et je vais donc faire une animation ici en S, quelque chose qui a une accélération et une décélération, et on voit tout de suite le résultat. Voilà, vous voyez comme ça a commencé par un accéléré et ça a diminué par un ralenti, c'est déjà beaucoup plus joli. Si on rajoute ici un troisième point, ici je clique sur Alt, je rajoute un troisième point, de base je suis en mode linéaire, mais je vais prendre le point du milieu, je vais dire rajoute une courbe avant et une courbe après, et sur celui-ci, je vais lui dire ajoute une courbe avant. Et voilà, on a rajouté toutes nos courbes et on a notre animation qui est beaucoup plus fluide. Vous voyez ici, sur ce point, on a deux courbes, une courbe avant, une courbe après, et on a donc deux points. Si je clique sur ce point, je modifie l'entièreté de la ligne, et donc l'animation est modifiée d'un coup. Mais parfois, c'est intéressant d'avoir une animation différente avant et après le point. Pour cela, je vais désolidariser mes deux courbes. Je vais appuyer sur commande ou contrôle sur un PC, et je vais appuyer sur le point. Et vous voyez que ici, ma courbe est devenue indépendante dans la partie de droite par rapport à la partie de gauche. Je peux donc faire les modifications que je veux indépendamment l'une de l'autre. Ici, je peux faire une montée très rapide, et puis ici, ça va complètement changer. Vous voyez le résultat. Hop.
Voilà, on a fait encore une animation différente. Actuellement, on a travaillé sur les valeurs de rotation, mais j'ai également des valeurs de zoom. Je vais cliquer ici sur Zoom, et vous voyez ici qu'on retrouve ma courbe de zoom, que je peux également aussi complètement changer en rajoutant les keyframes, et de cette manière, les zooms vont également être animés avec un changement beaucoup plus fluide. Si je veux à présent modifier à nouveau mes angles, je clique sur la partie angle dans les keyframes, la courbe des angles s'éclaire et je peux travailler dessus. Je peux également directement sélectionner l'autre courbe qui est légèrement grisée pour passer de l'une à l'autre. Si on a peur de choisir une courbe par erreur sans l'avoir vraiment voulu, on peut aller changer ça. Vous avez un petit menu déroulant qui vous permet de choisir quelles sont les courbes que vous pourrez visualiser. Ici je vais retirer ma courbe de zoom pour ne voir plus que la courbe de rotation d'angle et on voit qu'effectivement, même en grisé, il n'y a plus rien d'autre. J'ai uniquement ma courbe de rotation d'angle, je ne risque pas de faire d'erreur. On peut également déplacer un keyframe dans l'éditeur de courbes, pour cela je le sélectionne et je le déplace, mais vous voyez que du coup on déplace en même temps dans le temps et en même temps dans la valeur. Or en général, on veut faire l'un ou l'autre, rarement les deux. Alors mon conseil, si vous voulez déplacer un keyframe dans le temps, n'utilisez pas l'éditeur de courbe, utilisez simplement les keyframes, ils sont juste au-dessus dans l'éditeur de keyframes. Ensuite, si vous voulez modifier une valeur, vous cliquez sur la valeur, mais avant de déplacer votre souris, vous allez d'abord appuyer sur Shift. Et à ce moment-là, quand vous montrez, ça bloquera uniquement le déplacement dans la partie verticale, donc uniquement les valeurs, même si je vais à gauche ou à droite, ça ne modifiera rien dans le temps. Je peux également déplacer deux keyframes d'un coup en choisissant la courbe entre les deux, et automatiquement, vous voyez que les deux keyframes autour vont modifier. Je préserve ma courbe, c'est la courbe que je déplace, et donc les keyframes se déplacent en accord avec cette courbe. Si je veux choisir l'entièreté de mes keyframes, je vais utiliser le raccourci Commande A ou Ctrl A, et déplacer ainsi l'entièreté de mes keyframes d'un coup. Je peux aussi rajouter un keyframe directement dans l'éditeur de courbe en me servant du raccourci Alt plus clic, et ensuite déplacer mon nouveau keyframe. Voilà, c'était les bases de l'utilisation des keyframes dans la partie Edit. Vous voyez, on peut faire des choses, mais c'est quand même relativement basique. À présent, on va voir l'utilisation de keyframes dans la partie Fusion. Pour importer le clip dans Fusion, je vais simplement placer ma tête de lecture sur le clip que je souhaite importer, et je vais cliquer sur la partie Fusion, ce qui va directement l'envoyer dans Fusion. Dans Fusion, vous voyez le fameux éditeur de nodes, de nœuds, le fameux truc qui fait très peur dans Fusion. Ne vous inquiétez pas, on va rester très soft aujourd'hui dans les nœuds. On va principalement voir l'éditeur de keyframe et l'éditeur de courbes. Alors c'est quoi les deux nœuds qu'on a ici? Eh bien c'est le nœud Media In, c'est le nœud qui contient donc le clip qui a été envoyé depuis la partie Edit, et on a un nœud Media Out, c'est celui qui va ensuite exporter ce qu'on a modifié dans Fusion au sein de la partie Edit. Actuellement, il n'y a donc aucune modification entre ces deux points. Si je reviens dans la partie Edit, rien n'a changé puisqu'on n'a rien modifié. On va simplement rajouter un nœud de transformation, le nœud Transform. Pour cela, je vais cliquer sur Media In pour dire que c'est à ce nœud que je veux ajouter le prochain nœud. Je vais choisir ici mon nœud de Transform, je clique, et vous voyez ici que entre le Media In et Media Out, j'ai rajouté un nœud de Transform. Ce nœud de Transform, si je suis dans l'inspecteur, je vois ici son contenu, c'est exactement la même chose que ce qu'on a dans la partie Edit. Je peux modifier ici sa position, modifier sa taille, modifier son angle de rotation, et ainsi de suite. Si je veux faire une animation, c'est exactement pareil. Je vais aller à mon point de départ, je vais dire ici, je veux un point clé, je vais modifier la taille, je rajoute ici un autre point clé beaucoup plus loin, et je regarde mon animation. Jusque-là, c'est exactement pareil. On va quitter l'éditeur de nœuds et on va rajouter l'éditeur de keyframe. Dans l'éditeur de keyframe, je retrouve l'ensemble de mes nœuds. J'ai ici mon nœud Media In, Media Out. Celui qui nous intéresse, c'est évidemment le nœud Transform. Je vais donc ici le dérouler et je vois ici que j'ai modifié effectivement ma taille et je retrouve l'ensemble de mes points clés. Ici, il y a un premier point clé, la petite barre horizontale blanche, enfin surtout verticale, et la deuxième qui est également verticale. Ce sont donc mes deux points clés. On va d'abord voir un peu comment est-ce qu'on navigue à l'intérieur de cet éditeur. Si on veut zoomer dans la largeur, il y a ici un petit slider, hop, qui me permet de zoomer. Vous voyez, je choisis le point, je zoome en avant, en arrière. Vous pouvez également cliquer dans la petite partie règles et aller en avant, en arrière, ça revient au même. Si je veux me déplacer à l'intérieur de mon éditeur de keyframe zoomé, je vais cliquer avec le bouton central de ma souris et me déplacer simplement de gauche à droite. Autre façon de zoomer, c'est le petit bouton Zoom to Fit. J'appuie dessus. Vous voyez qu'automatiquement, il ramène la composition entièrement visible dans le cadre de l'éditeur de keyframe. Une autre façon de zoomer, c'est de cliquer ici sur Zoom to Rectangle, Zoom to Rectangle, selon votre niveau d'anglophilie, et vous allez sélectionner ici, avec la souris,
l'endroit, le rectangle autour duquel vous voulez zoomer, et vous voyez que quand je lâche, d'un coup, on a zoomé. Les raccourcis pour tout ça, pour le zoom to fit, retenez Fit, F, eh bien, je vais faire commande F ou CTRL F. Et pour le zoom to rectangle, retenez le R de rectangle, et pareil, c'est pomme sur Mac avec un R, ou CTRL si vous êtes sur PC avec un R, hop, et c'est fait. On peut aussi évidemment déplacer son keyframe, je le sélectionne, il est devenu un petit peu jaune, et on le déplace très simplement. Je peux de la même façon en cliquer un premier et un deuxième avec le bouton commande et déplacer les deux d'un coup. Je vais ici en ajouter un troisième, je vais faire un grand rectangle autour des trois et je peux déplacer mes 3 keyframes. Une façon également facile de déplacer l'entièreté des keyframes d'une valeur, c'est de cliquer au sein de la valeur, pas sur les keyframes mais entre les keyframes. Vous voyez que ça devient légèrement gris, plus clair, et je peux déplacer l'entièreté de mes keyframes de cette valeur. Ici par contre je peux également copier et coller des keyframes, ça c'est quand même bien pratique. On en prend 2. Je fais copier à l'aide de pomme C ou CTRL C, je vais choisir un autre endroit de ma tête de lecture où je veux aller copier ça, et je vais, attention, ne pas oublier de d'abord sélectionner à quel endroit je veux les copier. Je veux les copier ici au même endroit, sur la même valeur, je choisis donc la partie Size, et je fais commande V, et voilà, j'ai rajouté mes 2 keyframes ici, je ne le vois pas bien parce qu'il est sous ma tête, mais il est bien là. La tête de lecture, pour la déplacer, soit vous la sélectionnez et vous la déplacez. Par contre, ce n'est pas possible, comme dans la partie Edit, de directement cliquer ici pour qu'elle se déplace. Ça ne fonctionne pas. Il y a par contre une autre méthode que je trouve plus simple, c'est de cliquer en même temps sur Alt et Commande, ou Alt et CTRL, et de cliquer en dessous sur la partie où il n'y a rien, et vous pouvez alors très rapidement déplacer en cliquant à un endroit pour aller à l'endroit désiré. Une autre façon de modifier les keyframes, c'est le champ ici des valeurs. Alors ici, on est en mode Time. Il y a 3 modes, Time, Time Offset et Time Scale. Je vais rester dans le mode Time. Je vais choisir ici un keyframe et il me dit qu'on est à 48. 48, c'est la valeur sur la ligne de temps. La ligne de temps dans Fusion, elle ne montre pas le temps avec des heures, des minutes, des secondes et des images, comme c'est le cas dans Edit. Il montre directement le numéro de l'image. Dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, il n'y a jamais de retour à 0 à chaque seconde. Donc si vous êtes à 25 images secondes et que vous avez un plan de 10 secondes, on aura 250 images. Là, je sais donc que ce keyframe est à l'image 48. Je peux modifier ça en cliquant sur le champ de valeur et en choisissant par exemple 60. Et je vais déplacer ce keyframe. Je peux également choisir la partie Time Offset, et cette fois-ci, je vais toujours avec ce même keyframe taper plus 5, ce qui va le déplacer de 5 images vers l'avant. Si je tape moins 20, je le recule de 20 images vers l'arrière, puisque c'est reculé, je suis redondant. On peut aussi choisir plusieurs keyframes et se servir de Time Offset. Voilà, je les avance de 10. Et le dernier élément, c'est évidemment le Time Scale. On va choisir ici ces deux valeurs-là. Je vais positionner ma tête de lecture entre les deux keyframes et je vais choisir ici une valeur de redimensionnement de 2. Et vous allez voir ce qui se passe avec ces deux keyframes. Ils sont déplacés du double de ce qui les séparait avant. Donc s'il y avait 10 images entre le keyframe 1 et 2, dorénavant il y en a 20. On peut travailler aussi avec des valeurs en dessous de 1. Si par exemple on veut diviser la valeur par 2, on va taper 0.5. Attention, utiliser un point et non pas une virgule, la virgule ne marchera pas. Donc 0.5, et voilà, j'ai divisé la distance entre les deux par 2. Alors très important à comprendre, la façon dont vont se déplacer les keyframes suite à un time scale est dépendante de la position de votre tête de lecture. Là j'étais entre les deux, et donc mes deux keyframes se sont déplacés à gauche et à droite. Par contre, si j'avais positionné ma tête de lecture ici, on va le mettre plus près du keyframe numéro 1, et on va faire un scale de 2. Vous voyez que ça a déplacé tout vers la droite, puisque ma tête de lecture était à gauche. Je vais revenir en arrière. Vous voyez qu'il y avait plus ou moins une frame ici entre ma tête de lecture et le premier point, et peut-être, je sais pas, mettons 10 frames entre ma tête de lecture et le deuxième point. Donc au moment où je vais faire x2, mon keyframe une image plus loin est devenu un keyframe 2 images plus loin, et mon keyframe 10 images plus loin est devenu un keyframe 20 images plus loin. C'est très simple. Encore une autre façon de modifier ces keyframes, c'est ici le Time Stretcher. J'appuie sur ce bouton, je vais choisir l'ensemble de mes keyframes, et vous voyez qu'il a rajouté ici une petite boîte autour de mes keyframes. Si je prends ici la fin de la boîte, je peux reculer ou avancer. Et ainsi donc, je modifie l'entièreté de mes keyframes d'un coup. On voit ici qu'on a tout accéléré, on voit le résultat, c'est beaucoup plus rapide. Là, je vais reculer, je vais donc extrêmement ralentir. Je vais choisir mon point de départ et on voit que ça a bien ralenti. La même chose à faire dans la partie Edit, vous auriez dû déplacer un à un chacun des keyframes
pour modifier la distance entre chaque keyframe, voir le résultat, voir si ça marche ou pas, remodifier et ainsi de suite. Ici, vous n'avez qu'à modifier ça, et ça y est, vous avez fait une modification. C'est très rapide. Encore une autre façon de modifier ces keyframes. On va retirer ici le time stretcher, et je vais rajouter ici le spreadsheet, le tableur. Hop, je clique, on voit ici qu'un petit tableur est apparu. Actuellement, il est vide parce que je n'ai pas choisi une valeur. Je vais choisir à présent ma valeur, la valeur ici size, et je vois que donc j'ai une série de keyframes. La première ligne, c'est la position des keyframes dans le temps. La deuxième ligne, ce sont la valeur de chacun de ces keyframes. Je vois ici que si je sélectionne ce keyframe, j'en modifie la valeur. Vous voyez ici le dernier keyframe, sa valeur a changé quand je l'ai déplacé. Et évidemment, ça va dans les deux sens. Je peux choisir dans mon tableau, je vais indiquer 60. Et voilà, j'ai déplacé ce keyframe. Ça, c'est très utile quand vous devez faire une animation très précise qui doit passer par des valeurs absolument précises mathématiques. Vous voyez par exemple ici, je vais faire un keyframe tous les 10. Je vais faire ici 10. Je passe au suivant. Celui-là, il va être à 20. Celui-là, je vais le mettre à 30. Et ainsi de suite. Et évidemment, pareil pour les valeurs. Je modifie ma dernière valeur. Ici, je vais mettre 3. Et on voit que le zoom a très fort monté. Je peux voir mon animation. Et ce n'est vraiment pas joli. À présent, voyons l'éditeur de courbes. On va retirer l'éditeur de keyframe et on passe ici dans la partie spline. Et on voit ici un éditeur de courbes actuellement vide, parce que je n'ai pas choisi la valeur à représenter, je vais la choisir à présent. Dans la partie transform, on a size, et actuellement je ne vois pas tout. Alors pour voir tout, on retrouve ici nos mêmes petits pictogrammes, zoom to fit, et je vois l'entièreté de ma courbe, son développement. Je peux directement modifier mes keyframes au sein de cet éditeur de courbes, c'est très rapide. Actuellement, on est en interpolation linéaire, on peut modifier cela, je vais choisir l'entièreté de mes points, et pour passer en mode courbe, je vais cliquer sur ce petit pictogramme, on voit ici un ensemble d'outils qui vont nous servir, je clique sur le picto courbe, et d'un coup, toutes mes courbes se sont rajoutées. Je peux toujours déplacer ici chacune des courbes, plus je la tire, plus ça se modifie par là, pareil dans l'autre sens. Je peux choisir de n'en modifier qu'une seule si j'appuie sur commande, qu'une seule des deux parties de la courbe. Tout ça, c'est pareil que dans la partie Edit. Ce qui change par contre par rapport à la partie Edit, c'est vous voyez la taille qu'on a. On peut redimensionner la fenêtre. Hop, et on peut rezoomer, vous voyez la précision qu'on a. Je peux également faire des copier-coller, je vais choisir ici mes 3 premiers points, je vais faire copier, je déplace ma tête de lecture, je reclique à l'intérieur de la fenêtre et je fais commande V, et voilà, j'ai reproduit la même courbe, mes 3 points. Mais il y a plus simple pour faire ça. Si vous voulez reproduire plusieurs points, il y a la fonction loop, la fonction boucle. Alors on va prendre 3 points ici, voilà les 3 premiers points, et mettons qu'on veut reproduire ça plusieurs fois d'affilée. Je vais choisir mes 3 points et je vais cliquer sur la fonction ici loop. Et vous voyez que automatiquement, ça m'a créé une série de loops à l'infini. Je peux ensuite entièrement modifier toute l'animation en modifiant un des points. J'ai modifié ici ce point-là et vous voyez que c'est l'entièreté de mes loops qui vont être affectés. Pareil pour chacun des points, je peux les modifier dans le temps, dans la valeur, et tout ce qui est derrière est entièrement affecté. Une variation de cela, je vais choisir l'entièreté de mes points. Cette fois-ci, je vais retirer la fonction loop, mais je vais prendre la fonction set ping pong. Et là, c'est une loop, sauf qu'il fait d'abord l'inverse de l'animation des 3 points. Vous voyez qu'on est à l'inverse, en symétrie, et ensuite seulement, ça crée la loupe. Et vous voyez que donc la loupe comprend à la fois les 3 points originaux et les 3 points inverses. On a vu jusqu'à présent les extrapolations linéaires ou en courbe, mais on peut également ne pas avoir d'extrapolation, c'est-à-dire que la valeur ne va pas changer tant qu'on n'aura pas atteint l'autre keyframe. Là, je vais choisir l'ensemble de mes keyframes, et je vais choisir ce petit pictogramme là, le step in, et ça va créer un graphique en escalier. Vous voyez que ce keyframe là, on restera à la même valeur jusqu'à atteindre le keyframe suivant, où là, d'un coup, on va monter jusqu'à atteindre le keyframe suivant, et ainsi de suite. Si on veut voir ça à l'intérieur de notre viewer, ça donne ceci. Vous voyez qu'on saute d'un coup, c'est très différent. Et si je choisis l'autre valeur, on a ici le step out, et c'est la même chose, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que dès qu'on arrive au keyframe, on passe à la valeur du suivant, jusqu'au suivant. Une fois qu'on sera arrivé à ce deuxième point, on passe directement à la valeur du troisième, jusqu'à arriver au troisième, et ainsi de suite. Je vais revenir à une valeur en courbe. Vous voyez la courbe que j'ai actuellement. Je vais resélectionner l'ensemble de mes points, et je vais choisir cette fois-ci la fonction reverse. Alors reverse, vous allez voir, ça va me créer une symétrie des points que j'ai sélectionnés.
vous voyez que automatiquement il a créé l'animation exactement opposée à l'animation de laquelle on venait. Vous voyez avant et après. Un autre type de loop, c'est le loop de type setRelative. Alors je vais choisir ici l'entièreté de mes points et je vais cliquer sur setRelative. Là, on ne voit pas très bien ce que ça fait, on va un petit peu dézoomer pour mieux se rendre compte de l'impact de cette fonction. Et on voit que ça a créé une boucle, mais cette fois-ci, la première valeur de la nouvelle boucle commence au point de la dernière valeur de la boucle précédente, et ainsi de suite. On a donc quelque chose qui, dans ce cas-là, étant donné qu'on est en descente entre le premier point et le dernier point, eh bien ici on descendra tout le temps, et on voit qu'on a créé donc une animation très rapidement, et qui de plus en plus, voilà, va devenir tellement petit qu'on n'a plus la voir. Si on avait ce point-là qui remonte, eh bien l'entièreté de notre animation va remonter progressivement. Si je prends mon point de départ, on va voir que petit à petit, il va grossir de plus en plus, toujours en loop, mais on grossit au fur et à mesure. Vous voyez que par défaut, avec ces petites fonctions ici, d'office, les loops sont créés dans la partie de gauche. Ce sont donc des loops qui vont suivre les animations de keyframe qu'on avait. Mais on peut également tout à fait créer une boucle vers la droite. Par contre, ça ne se passe pas dans la partie ici avec ces petites fonctions. Pour cela, il va falloir d'abord choisir les keyframes qu'on veut looper. Et on va faire un clic droit dans la fenêtre de l'éditeur de courbe. Et on va choisir ici, non pas set loop, parce que ça c'est exactement la même chose que ce qu'on a utilisé avant. On va faire set pre-loop. J'aime bien dire pre avec un accent anglais, je trouve ça plus classe, pre-loop. Bon, pre-loop quoi. Et je peux ici choisir pour mon pre-loop de faire un loop soit relative, soit un loop normal, soit un ping-pong. Je vais choisir ici un ping-pong. Et vous voyez qu'on a deux animations différentes, une animation en ping-pong dans l'avant, et ici pour l'après, je peux choisir par exemple un relatif. Si je rechoisis tous mes points et que je fais un relatif, j'ai deux loops différentes, un ping-pong avant et un relatif après. La fonction suivante, c'est la fonction select all pour choisir tous les points. Ça, c'est exactement pareil que si vous faisiez commande ou contrôle A pour choisir tous les points. Mais juste après, très intéressant, il y a le click append. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il suffit de cliquer à un endroit et automatiquement, ça va créer un keyframe à cet endroit-là. Mais on n'est pas obligé de cliquer sur la courbe, on va directement cliquer à une valeur. C'est-à-dire qu'en même temps, on définit une valeur et un point dans le temps. Vous voyez, je clique et très rapidement, je vais indiquer un ensemble de points et les valeurs correspondantes. On a donc créé une animation extrêmement rapidement. Vous voyez, ça m'a duré 2 secondes, j'ai fait 12 points. Ça, c'est très facile, on gagne un temps fou. Une autre fonction qu'on trouvait déjà dans l'éditeur de keyframe, c'est le time stretcher. Ici, je vais choisir le time stretcher et choisir l'entièreté de mes keyframes. J'ai 2 barres qui me permettent de modifier l'animation dans le temps pour voir ici le résultat un peu plus ralenti. Je vais le ralentir encore. Je me remets au départ et j'ai ralenti très rapidement. Et une dernière fonction de notre barre d'outils, c'est ici le Shapebox. Vous cliquez sur Shapebox, vous faites un rectangle autour des keyframes qui vous intéressent. Et alors là, non seulement vous pouvez modifier dans le temps, comme le time stretcher, mais également dans les valeurs. Hop, là, attention, là j'ai tout cliqué, je dois juste prendre le bord. Et vous voyez qu'ici, j'augmente les valeurs. Et donc ça modifie tout à fait mon animation, elle est tellement grande qu'on ne la voit plus. Je vais donc ici, au contraire, rapetisser très fort ça pour qu'on voit davantage ça dans mon viewer. Je regarde mon animation. Et voilà, vous voyez à quel point ça a été rapide. On retrouve également ici les champs de valeurs. Alors dans l'éditeur de keyframe, on avait uniquement la possibilité de modifier les valeurs dans la ligne de temps, mais ici on a également la possibilité de changer les valeurs de valeurs. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je choisis ici une valeur, je vois qu'elle s'indique automatiquement dans mon champ de valeur, d'une part de temps, je suis donc à la 108e image, mais également la valeur de mon zoom, je peux passer à 2, et vous voyez, ça a changé ma valeur. Je peux en changer plusieurs d'un coup, je peux par exemple mettre l'entièreté de ces valeurs à 2, hop, très rapidement. Je peux aussi faire un offset, par exemple tout monter ou tout descendre, on va changer un petit peu, descendre de 1, et faire un scale. Donc là je vais modifier la valeur par un certain coefficient multiplicateur. Je vais choisir par exemple 2, et toutes les valeurs vont être multipliées par 2. On peut évidemment dans l'éditeur de courbe avoir plusieurs animations. Je vais créer ici d'autres images clés, mettons avec notre rotation, je rajoute une image clé, j'amène la cloche par là, je vais rajouter une autre image clé à cet endroit,
je fais la cloche dans l'autre sens et on voit qu'automatiquement une deuxième courbe s'est placée. Alors ici, ce qui est très pratique, c'est qu'on peut décider de voir certaines courbes, mais qu'elles ne soient pas manipulables pour éviter de faire des erreurs. Par exemple, je vais décider à présent de travailler sur ma courbe d'angle. Je veux encore voir ma courbe de taille parce qu'elle me sert de repère, mais je veux pas risquer de la manipuler. Pour ça, je vais cliquer ici sur la petite case à cocher et ce ne sera plus un petit V, mais simplement un petit point. Je vois encore la courbe, mais vous voyez qu'ici, je ne peux plus rien sélectionner. Je ne peux donc pas faire d'erreur, mais je peux choisir de déplacer ici mon keyframe d'angle à un moment où je vois que l'animation au niveau de la taille change. A l'inverse, si je veux travailler sur ma taille, si je vais réappuyer, d'abord ça va tout désélectionner, donc là il a disparu. Si je réappuie, ça l'a sélectionné, et là je vais cliquer sur angle, mettre le petit point, je ne peux donc plus sélectionner la partie angle, et je vais aller modifier mes points. Alors une autre façon de créer des boucles, c'est d'utiliser la fonction dupliquer, duplicate en anglais. Vous allez choisir vos 3 points. Vous voyez que par contre duplicate ne se retrouve pas dans notre barre d'outils. Il faut y avoir accès en cliquant avec le clic droit et en choisissant duplicate. Vous voyez qu'on retrouve nos principes des loops, loop normal, loop ping-pong et loop relatif. Si je vais faire une loop normale, mais la différence c'est qu'il me demande combien de loops je veux créer. Dans la fonction ici loop de base, ça crée un nombre de loops à l'infini jusqu'à la fin de notre composition. Par contre là, je choisis par exemple faire 2 loops. Et a priori, on a l'impression que ça n'a rien fait. C'est un petit bug que j'ai repéré dans Fusion. Si on veut les voir, on va simplement changer ici la dimension et on voit qu'ils sont apparus. Ils étaient déjà là en fait, juste on ne les voyait pas. Et ça m'a créé ici 2 fois cette même boucle. Si je veux les voir ici, hop, je vois l'entièreté de mes 2 boucles. Mais la différence, c'est que ça a créé en fait une copie des points. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus reliés à mes keyframes initiaux. Si je change mes keyframes initiaux, par exemple celui-là, vous voyez que ça ne change pas du tout les boucles. Donc ça c'est très différent comme comportement. On a créé en fait un certain nombre de copiés. On a dupliqué les points. On ne peut plus après modifier l'ensemble de l'animation. Voilà, c'est pas si compliqué, je vous conseille vraiment de vous y mettre, essayez, c'est la meilleure façon d'apprendre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air. Si vous voulez développer vos compétences en montage, en étalonnage, en mixage, en animation comme on l'a fait aujourd'hui, vous pouvez vous abonner. Vous voyez l'animation dont je vous parlais, la petite cloche? Cliquez aussi sur la cloche, comme ça vous serez tenu au courant de mes prochaines vidéos, comme par exemple celle-ci qui vous donne plein de trucs pour organiser vos rushs. Allez, salut!